remercie celles et ceux qui, à Alençon, ont pensé à m'inviter pour vous donner cette conférence. Et quand j'écoute les programmes qui vous attendent, c'est une conférence d'ordre un peu différent, puisque nous avons là une conférence du domaine scientifique, de la physique ou de l'astrophysique, c'était ma spécialité, enfin la physique était ma spécialité, donc je sais que c'est des conférences qui n'ont pas souvent lieu dans les universités interâges, mais bon voilà, donc on va parler un peu d'autre chose. Donc merci de m'avoir invité, donc je vais essayer de vous entretenir pendant une petite heure, 1 heure et demie, sur vous parler de l'univers, et on va se poser plus spécifiquement la question de savoir est-ce qu'il y a de la violence dans l'univers. Alors pour le moment c'est un point d'interrogation. On verra à la fin ce que nous en pensons tous, une fois que je vous aurai raconté un certain nombre de phénomènes et d'objets qui se promènent dans l'univers. Voilà. Alors, les deux images que vous avez sur ma première feuille, vous voyez, celle en haut à gauche, on va en reparler un petit peu, c'est un objet cosmique. On appelle ça un rémanent de supernova. J'y reviendrai. C'est une espèce de nébuleuse très jolie, c'est très lumineux, on y reviendra. Puis en bas à droite, vous connaissez bien, surtout pour ceux qui ont pu faire des voyages dans le Grand Nord, c'est les aurores boréales, qui sont un phénomène atmosphérique extrêmement intéressant sur lequel je vais revenir aussi. Alors, 2 mots de présentation pour vous dire qui je suis. Je suis retraité, comme ça a été dit à l'instant. J'étais professeur de physique, non pas ici dans la Normandie, mais de l'autre côté de la France. Peut-être que ça s'entend dans mon chantonnement, mon petit accent, mais je viens de là-bas, voilà. Donc j'ai fait ma carrière à l'université de Metz comme professeur de physique, et puis j'ai aussi dirigé une école d'ingénieurs, les arts et métiers de Metz, les fameux GATSAR, vous avez peut-être entendu parler de ça. Et puis j'ai eu d'autres activités, notamment dans le domaine international au niveau d'une université franco-allemande, dans laquelle j'ai encore des responsabilités, et je m'amuse, et c'est vraiment le mot, je m'amuse à faire des conférences de physique à l'université interâge. Quand je suis arrivé à Caen, il y a maintenant une petite dizaine d'années, j'ai demandé à l'université interâge, avez-vous des cours de physique? Ils m'ont dit, non. Je dis, mais pourquoi? On ne trouve pas de gens qui veulent les faire. Donc je dis, voilà, vous en avez un sous la main, profitez-en. Vous verrez s'il est bien ou pas. Bon, c'est aux gens de juger. Il me dit, mais je leur ai demandé, vous avez des étudiants? Il me dit, on ne sait pas. À vous voir. J'ai vu, puis finalement, ça fait maintenant 6-7 ans que je fais des conférences, notamment à Caen, mais aussi dans les antennes, comme ici à Alençon et dans toute la Normandie. Voilà. Alors, veuillez m'excuser, mais transparent, il y a pas mal d'écrits que je ne vais pas commenter en détail. Si vous êtes intéressé par cet écrit, je vous fais la proposition et je vous donnerai mon adresse email à la fin. Vous pouvez me la demander et je vous envoie en document attaché ce diaporama. C'est un diaporama assez complet. De temps en temps, je passe assez vite sur certaines des images ou certains des textes. Je le commenterai, il vaut mieux m'écouter. Si vous lisez très vite, vous pouvez bien sûr lire, mais je peux vous l'envoyer et puis vous pouvez tranquillement à tête reposée regarder ça et le relire tranquillement chez vous si vous me le demandez. Tout va bien au niveau du son? Tout le monde derrière entend aussi? Ça va bien? Et aussi pour l'écran? Voilà. Alors, on va attaquer. Donc, on va se poser cette question, l'univers est-il violent? Alors, l'univers, c'est le cosmos. Le ciel, c'est un peu le symbole de la sérénité, de la permanence. Donc, est-ce que c'est vraiment vrai? Ça a toujours été le cas chez les poètes, chez les scientifiques, chez les philosophes qui ont médité sur observer le ciel, qui pose des tas de questions. L'immensément grand, l'infini, l'éternité, c'est immuable, on retrouve les étoiles quand le ciel est dégagé tous les soirs, etc. Bon, les mouvements de planètes, il n'y a rien de plus régulier que les mouvements des planètes, et ça dépasse largement notre échelle de temps. On va venir à la fin, vous allez voir, je vais vous donner un peu
l'échelle du temps de l'univers et comment nous nous situons là-dedans, vous allez voir, nous sommes vraiment apparus dans l'univers très tard, hein, très très tard. Hein. Mais vous allez voir, je vous donne, mon dernier diaporama va parler de ça. Hein. Donc tout ça, cette régularité nous dépasse largement. Hein. Et dans les religions, comme dans le monde judéo-chrétien, suite aux conceptions de philosophes comme Aristote, le ciel a souvent été donné comme un monde de la paix, de la pureté, de la perfection. Sauf que, si on lit bien Aristote, dans le monde sublunaire, ce qui se passe sous la Lune, c'est-à-dire sur la Terre, hein, bien entendu, a souvent été assimilé dans les philosophies d'Aristote sur de la violence et sur de l'accidentel. Hein. Voilà. Voilà. Alors, il y a eu des modèles de l'univers, je ne vais pas détailler ça pour le moment, ça mériterait une conférence en soi. Il y a eu des modèles de l'univers qui remontent aux Grecs, qui sont restés valables très longtemps et qui sont dus essentiellement, mais pas uniquement, à des gens comme Aristote et notamment Ptolémée. Alors Aristote, vous l'avez en haut, hein, là-haut, ça c'est Aristote. Au milieu, sur la figure, vous avez Ptolémée. Et puis, l'univers a été très fortement mis en question au XVIe siècle par des gens comme Copernic, Kepler, Galilée, Giordano Bruno et en fin de compte Newton. Hein. Pourquoi il a été mis en question? Parce qu'au début, on pensait, au niveau de cet univers, que tout se passait autour de la Terre, hein, que les planètes tournaient, ou les étoiles et tout ceci tournait autour de la Terre, que la Terre était le centre. Hein. Et c'était une opinion très judéo-chrétienne, mais plus largement, mais avec des gens comme Copernic, Kepler, Giordano Bruno, qui lui a laissé sa peau en osant épouser ces thèses-là de l'univers héliocentrique, c'est-à-dire que les mouvements des planètes se font autour des étoiles, hein, comme l'a dit Copernic. C'était une vraie révolution scientifique de dire « Ah ben non, c'est pas géocentrique, mais c'est héliocentrique. » Donc ça, c'est une petite annexe qu'on peut dire par rapport à cette notion d'univers. Alors, immuabilité, régularité, le ciel est calme, impassible, serein, régulier, bon, et qui contraste, on revient un petit peu aux écrits d'Aristote, avec notre environnement familier, où c'est plutôt agitation, mouvement, éclosion, croissance, vie et mort, etc. Probablement, il n'y a pas vie et mort dans l'univers, pensaient les gens. Vous allez voir que non, c'est pas vrai. Il y a vie et mort de l'univers d'objets célestes. Les étoiles, on va voir, naissent, vivent et meurent, et on va le voir. Hein. Et souvent, sous forme catastrophique. Hein. Les étoiles qu'on quitte la nuit se retrouvent le lendemain à l'identique, des fois un peu déplacées parce qu'il y a des mouvements qui se passent, mais c'est tout. Hein. Seule la Lune et les planètes paraissent se déplacer. Hein. Donc tout ceci semble bien immuable depuis toujours, calme, régulier, et on peut se poser la question, est-ce que c'est vrai? Et donc c'est vraiment la question qu'on va se poser, est-ce que ceci est une illusion simplement, ou est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans cet univers et qui ne sont pas aussi immuables et réguliers que ça. Et on va donc attaquer ces problématiques de plus en plus violentes, vous allez voir. Hein. Donc il y a des déferlements gigantesques d'énergie qui viennent de l'univers et que les astrophysiciens, les astronomes ont vu et voient tous les jours. Tous les jours, alors vous allez voir, je vais vous donner des exemples très récents, encore des exemples que j'ai trouvés hier dans la bibliographie scientifique sur un objet cosmique qui a été observé, qui sont d'une violence inouïe. Donc je dis, tous les jours, les scientifiques voient des choses qui viennent de l'univers. Alors comment le voient-ils, les scientifiques? Hein? Ils ont des instruments pour les mesurer. Alors, les premiers instruments, c'est bien sûr la lunette astronomique de Galilée, puis des lunettes de plus en plus puissantes, et puis des observatoires, des lunettes qu'on met dans des satellites, dans l'espace, etc. Mais souvent, toutes ces choses-là sont vues à partir de la lumière que l'univers nous envoie. Donc un des messagers, entre guillemets, de l'univers, c'est la lumière que l'univers nous envoie. Et c'est à partir de ça, essentiellement, que les gens, les physiciens, les scientifiques et le peuple, si vous voulez, a pu se forger une idée. C'est-à-dire, on étudie ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, les ondes électromagnétiques qui arrivent, c'est-à-dire la lumière
qui nous est envoyée. Alors cette lumière, elle est très large, elle est celle qu'on voit avec nos yeux. Hein, la lumière, quand on parle en général de lumière, nous, c'est ce que nous voyons. Mais vous avez déjà entendu parler que les ondes électromagnétiques, ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Vous avez aussi des ondes qui sont à longueur d'onde plus courte, qui sont les rayons X, les rayons gamma, etc. Les rayons X, vous connaissez, c'est utilisé en radioscopie. Hein, ou bien des longueurs d'onde plus longues, qui sont des lumières, entre guillemets, qui sont des ondes électromagnétiques, du type des ondes radio, ce que vous captez par les radios, par la télé, etc. etc. Ce qu'on appelle les ondes radio. Ben, tout ça, les scientifiques le voient et envoient dans l'espace où ont des instruments sur Terre pour voir tout ceci. Et puis il y a des nouveaux messagers, ça c'est toute une conférence que je pourrais vous faire aussi, des nouveaux messagers cosmiques qui ne sont pas des lumières, hein, qui sont d'autres objets qui nous sont envoyés par l'univers, qui sont des particules chargées. Là, je vais en parler un tout petit peu. On appelle ça des rayons cosmiques, des rayons qui viennent du cosmos. Alors, ce n'est pas forcément de la lumière, c'est des rayons autres. C'est aussi des particules qu'on appelle des neutrinos. Ça aussi, je pourrais vous en parler plus en détail, mais ça mérite toute une conférence. Ou aussi, chose vue très récemment, imaginé par ce grand scientifique qui était Albert Einstein il y a maintenant un siècle, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, qu'il avait calculées en 1916, hein, donc il y a un siècle, et qui viennent d'être observées il y a un an ou deux, et on en observe régulièrement maintenant, et qui sont des objets, des nouveaux messagers cosmiques absolument sensationnels. Ça, je vais vous en parler un petit peu au cours de mon exposé. Hein. Alors, tous ces phénomènes, d'où ça vient, ces choses qu'on voit, mais ce qu'on voit, c'est des objets cosmiques, mais c'est aussi des objets cosmiques qui changent, par exemple des étoiles qui explosent, par exemple des objets étonnants, dont je vais vous parler aussi un petit peu, des trous noirs. Vous avez entendu parler de ça, c'est quand même, il y a des trous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un trou? On va l'expliciter un petit peu. Un trou noir, c'est quelque chose qui est noir, parce qu'il absorbe tout, mais quand même, ça émet des rayonnements, et puis des objets beaucoup plus compacts, etc. Et tout ça, c'est très énergétique, et ça, on va le spécifier un petit peu. Alors, allons-y. Alors, d'abord, je vous montre quelques images sympathiques. Vous les voyez bien sur l'écran? Oui. Hein. Voilà, ça, c'est les aurores boréales. C'est magnifique. Moi, je n'en ai jamais vu, je n'ai jamais été dans le Grand Nord, hein, mais on en voit des fois à la télé, etc. Pour ceux qui ont pu voyager en Norvège ou dans le Grand Nord, c'est beau, ça a l'air calme, mais c'est des violences inouïes qu'il y a derrière les aurores boréales. Hein. En fait, c'est des particules qui viennent du cosmos et qui rentrent dans... Alors pourquoi ça vient dans le Nord? On va l'expliciter un peu plus tard, et ça donne des couleurs et des choses extraordinaires, comme celles que vous voyez sur les deux photos que je vous montre. Puis après, vous avez bien sûr des objets qu'on peut voir, vous trouvez ça sur Internet. C'est ce qu'on appelle une nébuleuse, c'est une espèce d'immense nuage de poussière nébuleuse. Ça, c'est la nébuleuse dite Centaure, qui s'appelle Centaure, qu'un astrophysicien un peu équipé peut voir. Hein. Alors, ça avait déjà été vu au début les années 200 par Ptolémée, hein, qui était un des scientifiques dont j'ai déjà parlé un peu plus tard. Et il en parle dans son livre qui s'appelle l'Almageste, où il a vraiment fait la théorie d'un univers géocentrique. Hein. C'est Ptolémée qui a vraiment assis tout ceci scientifiquement en disant que l'univers, les choses tournent autour de la Terre. Hein. Ptolémée, et c'est resté valable jusqu'au 15e, 16e siècle, jusqu'à Copernic. Hein. Voilà. Et ça, c'est une image qui est vue par un satellite qui fonctionne toujours, qui envoie toujours, il me semble, qu'il fonctionne toujours, qui a été envoyé dans l'espace, Hubble, et qui a fait cette magnifique image où vous voyez cette nébuleuse avec toutes les étoiles autour. Vous avez ici une galaxie, hein. Nous sommes dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée, ça vous le savez. Hein. Une galaxie, c'est quoi? C'est des étoiles, c'est des milliards d'étoiles qui sont regroupées ensemble. Alors, il y a plusieurs types de galaxies. Ici, vous avez une galaxie dite elliptique, hein, elle est sous la forme d'une ellipse, c'est Andromède. Elle est très, très proche de la Voie lactée, très très proche. C'est la plus proche des galaxies de la Voie lactée. Alors, donc, vous voyez, c'est un objet céleste magnifique. Enfin, elle est très proche. Elle est à 2,3 millions d'années-lumière.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire en kilomètres? Je ne vais pas vous le dire en kilomètres, mais vous pouvez le calculer, hein. C'est-à-dire la lumière qui est, si je la capte aujourd'hui, la lumière est partie il y a 2,3 millions d'années, à partir du moment où je la vois, hein. Et sachant que la lumière va à 300 000 km à la seconde, 300 000 km à la seconde, vous regardez le nombre de secondes qu'il y a dans 2,3 millions d'années, vous pouvez calculer la distance. Mais c'est vraiment la banlieue de la Voie lactée, hein. Alors, sachez bien que vous pouvez être tranquille et dormir serein cette nuit. Il est prévu que Andromède et la Voie lactée, à un moment donné, se collisionnent. Ça va se rentrer dedans, hein. Bon, c'est pas tout de suite, hein, mais ça va se faire, hein. Ça, c'est aussi intéressant par rapport à la violence, c'est le gigantisme des chiffres qu'il y a derrière. C'est tellement grand et tellement impressionnant, c'est tellement infiniment grand que d'un côté, c'est un peu violent aussi, hein, de voir ce gigantisme. Voilà, Andromède. Ah oui, alors ce que j'oubliais de dire, ce que j'allais oublier de dire, c'est que au milieu, vous voyez, c'est tout brillant au niveau des voies lactées, au niveau des galaxies, et dans la plupart des galaxies, au milieu, il y a un objet cosmique d'une violence inouïe qui bouffe tout le reste, enfin qui bouffe, qui se régale, qui mange, c'est un glouton, hein. C'est un trou noir. Et là, dans Andromède, ici au milieu, il y a un trou noir. C'est vrai aussi pour notre Voie lactée. Dans notre Voie lactée, au centre, il y a un trou noir, Sagittarius, je vais en reparler un peu tout à l'heure, qui existe, hein. Souvent, dans le centre des galaxies, il y a des trous noirs, hein. Là, vous avez encore une image d'autres galaxies. Vous avez la galaxie Messier, qui est très jolie. Alors, c'est une galaxie spirale, vous voyez, c'est la gauche, hein, Messier 74, à 30 millions d'années-lumière, hein. Et puis à droite, vous avez 5 galaxies qui s'amusent, hein, qui jouent ensemble gentiment, hein, à 4 millions d'années-lumière. Vous voyez, elles sont en train de danser, hein, mais c'est quand même à 40 millions d'années-lumière. Donc les galaxies, souvent aussi, elles se mettent un peu ensemble, par couple, voilà, hein, voilà. Donc c'est des belles images qu'on voit, on en trouve beaucoup sur Internet, hein, c'est joli comme tout, hein, mais derrière tout ça, il y a quand même une énergie formidable. Alors, bon, là, revenons un peu, j'allais dire sur Terre, hein. On revient dans notre système solaire, hein, que vous connaissez. Alors, les proportions ne sont pas tellement respectées, hein. Le Soleil est un peu grand par rapport aux différentes planètes, hein, donc les planètes Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, hein, quand on s'éloigne, etc. Tout ça, ça tourne tranquillement. Le Soleil est une étoile, hein, on va y revenir plus tard. Et puis vous avez aussi, et je vais commencer par une petite violence, vous voyez aussi là une étoile filante qui commence à arriver, c'est une comète. Donc on va regarder un peu ce que c'est. Vous voyez, c'est déjà des objets qui sont des objets plutôt énergétiques, hein. Alors des étoiles filantes, vous avez entendu parler de Halley. Hein. Halley, c'en est une comète, qui a été, elle porte le nom de Monsieur Halley, qui était un contemporain de Newton au XVIIe, hein, au XVIe, je ne sais plus exactement. Bon, voilà, qui était un contemporain de Newton et qui, lui, on a repéré cette étoile. Et tous les 76 ans, en gros, elle fait des apparitions, elle part et elle repart, une étoile filante. Alors, vous l'avez d'ailleurs sur la tapisserie de Bayeux, hein. Je ne sais pas si vous avez été, si vous allez voir la tapisserie de Bayeux, sur un des choses, on voit quand Guillaume est au bord de Hastings, hein, qu'il y a la comète de Halley qui passe. Et effectivement, si vous faites le calcul, en 1066-67, hein, c'est quelque chose comme ça, hein, Hastings, oui c'est ça, Halley serait passé. Alors il y en a d'autres, il y a Hale-Bopp. Vous voyez, les périodes sont très différentes selon les trajectoires qu'ils ont. Hale-Bopp, c'est celle qui est la dernière en bas, elle a des périodes de 2500 ans, donc il faudra attendre un peu avant qu'elle revienne, hein. Tchouri, vous avez entendu parler de Tchouri, c'est le petit nom sympathique qu'on lui donne, c'est celle du milieu, hein, qui est passée, sur laquelle les scientifiques ont posé un objet, hein. Ça s'est passé il y a 2 ans ou 3 ans, etc., hein. Donc qu'est-ce que c'est une comète? En fait, c'est des corps célestes de taille relativement petite par rapport à certains corps, une dizaine de kilomètres de dimension, hein.
c'est quand même des milliards de tonnes. Souvent, c'est de la glace, de l'eau, glace, et qui ont des orbites elliptiques au cours de laquelle ils s'approchent du Soleil, puis repartent, et puis à un moment donné reviennent. Tout ceci lié d'une certaine façon au Soleil ou une trajectoire qui est due à l'attraction newtonienne dans un point de vue classique. Les queues de comètes, elles ont des queues parce qu'elles avancent à des vitesses importantes. Les vitesses sont très variables, mais souvent très élevées. Ça va très vite. C'est des dizaines de milliers de kilomètres à la seconde. Donc, c'est des objets qui sont lancés à des vitesses très fortes. Et donc, l'eau de ces comètes, ça donne une espèce d'incandescence derrière. Et c'est ce que vous voyez. C'est la queue de l'étoile filante de ces comètes. Elle peut quand même faire de l'ordre de 30 à 80 millions de kilomètres. Donc, vous voyez les distances. Donc, c'est des choses très importantes et très fortes au point de vue des dimensions. Là, j'ai parlé un peu à l'instant de ça. Alors, je ne viens pas sur la petite figure à gauche. Vous la regarderez en détail si vous me demandez le diaporama. En fait, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont suivi cette comète Chury. Alors, Chury, ça veut dire Churyumov, j'arrive pas à le dire, Getrozosmenko. C'est des scientifiques russes qui l'avaient identifié. Et Tchourmaniov, c'est un des scientifiques, et on l'a appelé en abrévié Chury, et on a envoyé vers cette comète, on a envoyé un petit satellite qui s'appelle Rosetta, et Rosetta a été envoyé, ça a été envoyé en 2004, donc ça a mis un certain nombre d'années pour y arriver. Après, Rosetta s'est mis en orbite autour de Chury et donc a suivi Chury. Chury est passé, il est allé vers le Soleil, il est reparti. Et donc on en a profité à ce moment-là. Vous le voyez, vous avez la photo de Chury qui a été prise par Rosetta. C'est une immense bloc de glace assez gros, quelques kilomètres, et on a su poser là-dessus un objet, un robot. Le robot Philae qui a été posé en novembre 2014. Et il a fait des magnifiques photos, il fait des analyses, etc. C'est un exploit formidable de faire ça. C'était une mission européenne, c'est vraiment exceptionnel d'avoir pu y aller. Alors il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'idée des scientifiques, je sors un peu du sujet, c'est d'aller vers des satellites comme ça, vers des comètes comme ça, quitte à vouloir même dire on pourrait les exploiter, etc. Il y a beaucoup gamberge beaucoup sur ce genre de choses. Et ça, c'est extrêmement important. Là, on a quand même réussi à poser un robot. Bon, il a renvoyé des images. Malheureusement, il s'est posé dans le creux, là, quelque part. Il était penché. Et donc, il n'avait plus toute l'énergie du Soleil pour l'éclairer, pour capter les choses. Mais enfin bon, on a quand même eu énormément de résultats que les scientifiques exploitent toujours. Les comètes, donc des objets pas très grands, mais quand même très lourds, et qui peuvent et qui passent près de la Terre et qui pourraient collisionner la Terre. Donc ça peut faire violent. Et ça s'est passé. C'est un peu l'objet. Bon, alors les météorites, je passe rapidement là-dessus. Les météorites, c'est des petites comètes, c'est des objets beaucoup plus petits qui arrivent à arriver sur Terre, et on trouve, il y a des gens qui chassent des météorites, qui savent où il y a des météorites, donc c'est des objets beaucoup plus petits qui savent traverser l'atmosphère de la Terre, bon, aussi sur d'autres objets cosmiques. La Lune, quand vous la regardez, elle est criblée de météorites, c'est les petits cratères qu'on voit. Et donc ces météorites bombardent régulièrement la Terre et puis les autres planètes du système solaire, voire d'autres systèmes que les systèmes solaires. Voilà. Et donc apportent des choses. Bon, il y a des questions qui se posent actuellement, on la voit régulièrement au niveau scientifique, pour savoir si des molécules organiques qui ont donné la vie ne sont pas venues par ces météorites. Donc ça, c'est des questions que se posent toujours les scientifiques. Il est connu maintenant, on interprète la disparition des dinosaures par la chute sur Terre d'un météorite géant. Alors ça se serait passé il y a 65 millions d'années, c'est un astéroïde, il faisait une dizaine à une vingtaine de kilomètres de diamètre, c'est pas immense, mais ça fait quand même le mont Everest qui vous tombe sur la tête.
Hein, donc c'est impressionnant. Hein. Il a percuté la Terre. Alors le lieu où on pense que ça s'est passé, c'est près du Mexique, dans la presqu'île du Yucatan, au Mexique. Hein. La vitesse de percussion a été estimée à peu près à 25 km à la seconde, pour un objet qui fait 10 à 20 km de diamètre, donc 900 000 km à l'heure, et ça a dégagé une énergie épouvantable qui valait quelques milliards fois la bombe, même si ce n'est pas le même phénomène, mais c'est quand même une énergie formidable, la bombe de Hiroshima. Et donc vous voyez, c'est violent, violent, violent. Et c'est ce qui aurait entraîné un certain nombre de phénomènes avec des choses qui se sont volatilisées à des centaines de kilomètres, un cratère d'impact d'à peu près 200 km de diamètre, 30 km de profondeur, etc., etc. Toute une série de choses, de phénomènes qui se sont passés donc, il y a 65 millions d'années et qui a entraîné, suite à toute une série de phénomènes qui sont passés suite à ça, hein, la disparition de nos chers dinosaures, hein, dont on trouve encore des morceaux de temps en temps, mais qui ont disparu à fur et à mesure après ça. Donc vous voyez, ces comètes ou ces astéroïdes peuvent être extrêmement dangereux si jamais un jour il y en a un qui s'amuserait à nous retomber dessus. Et rien n'est exclu. Bon, on sait les voir venir, hein, les gens savent les voir venir. Il y a des tas de stratégies qui se disent, s'il vient, comment est-ce que je peux l'éviter, hein? Fuir la Terre, non. Alors il y a des tas d'idées que se font les scientifiques, c'est-à-dire d'essayer de les dévier, d'aller dessus pour les dévier, la faire exploser en y posant une bombe atomique. Enfin bon, il y a des tas de trucs comme ça auxquels les gens pensent. Ceci étant, s'il y en a un d'une cinquantaine de kilomètres qui s'amuserait à venir nous tomber dessus, on pourra à la limite rejoindre nos dinosaures. Mais enfin bon, voilà. Donc l'univers peut être méchant. Et ça c'est petit, hein, 20 km, c'est rien, quoi. Hein. Il y a pire, vous allez voir. Donc vous voyez, ça c'est déjà une chose. Alors oui, ça c'est intéressant, c'est l'interprétation qu'on donne actuellement de la formation de la Lune. On se posait la question d'où vient la Lune. Souvent de façon plus systématique, d'où viennent les objets comme les lunes des autres planètes, hein, parce que vous savez, toutes les planètes, ou la plupart des planètes ont des lunes, nous on n'en a qu'une seule, hein, la Terre, mais d'autres qui sont un peu plus loin, on en a une vingtaine, etc. D'où ça vient la Lune? Alors, ça dépend. Hein. La Lune, notre Lune, la Lune de la Terre, hein, serait due à une immense collision d'un autre astre, Theia, il y a à peu près 4,4 milliards d'années, il y a longtemps, hein, et qui, vous avez un peu l'image, hein, en un, ça rentre sur la Terre, il y a des poussières qui sont éjectées à cause de tout ça, et puis après ces poussières continuent par attraction gravitationnelle à tourner autour de la Terre, entre elles, elles s'attirent, et ça donne, à un moment donné, la Lune. C'est l'interprétation actuelle. Donc vous voyez, ça peut arriver à donner, à faire des grands chocs, hein, et puis à dégager de la masse, de la matière qui elle-même se recondense et donne, notamment ici, la Lune. D'autres lunes, d'autres planètes ne se sont pas forcément faites de la même façon, hein, ça dépend. On connaît à peu près, enfin on pense connaître à peu près comment ça s'est formé. L'interprétation de la formation de notre Lune que nous voyons de temps en temps, ou souvent, hein, c'est celle-là. Hein. Donc là aussi, vous voyez, violence inouïe, hein, un objet qui était à peu près un quart de la Terre, qui a foncé sur la Terre et qui a détaché des parties pour donner après la Lune. Alors, il y a d'autres types de bombardements. Là, c'était des objets plus gros. Il y a ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Alors, j'ai fait une conférence à Caen le 19 avril sur les rayons cosmiques, que sur les rayons cosmiques. Je raconterai ce que c'est. Là, je vais en parler de façon courte. Alors, la Terre, elle est en permanence bombardée par des particules, alors des particules petites, pas élémentaires, mais des particules atomiques en provenance de l'espace. Ce sont ces fameux rayons cosmiques. Alors, c'est un flux de particules subatomiques, ce n'est pas des atomes, c'est des noyaux d'atomes ou des protons, des neutrons qui se déplacent à des très grandes vitesses. Hein. C'est essentiellement des protons. Alors, qu'est-ce que c'est un proton? Pour ceux qui ont fait un peu de physique ou un peu de chimie savent que les atomes dont nous sommes composés, hein, l'hydrogène, l'hélium, le fer, etc., etc. Tous les atomes dont tout est composé, hein, y compris l'espace, ces atomes sont faits de noyaux
et d'électrons qui, alors on va dire, qui gravitent autour, dans une image un peu simpliste, hein, des électrons qui gravitent autour de ces noyaux. Les noyaux eux-mêmes sont formés de particules chargées positivement qu'on appelle les protons, hein, qui donnent l'équilibre électrique avec les électrons qui sont chargés négativement, et aussi des neutrons qui sont, alors j'allais dire des protons neutres. C'est comme des protons, mais ils sont neutres, ils ne sont pas chargés. Hein. Donc ces protons se promènent dans l'espace et viennent bombarder les objets de l'espace, dont la Terre. À peu près 90% des rayons cosmiques, c'est les protons. Vous voyez, voilà, vous avez ici l'espace. Des protons, c'est le faisceau jaune là que j'ai représenté. Ils viennent sur les hautes couches de l'atmosphère et puis après, ils créent des tas de réactions et après partent. Alors, ils viennent pas forcément complètement sur la Terre, les protons, mais ça donne des réactions de type nucléaire d'ailleurs, qui donnent d'autres objets cosmiques qui sont des muons, des électrons, j'en passe, je ne rentre pas dans le détail. Si vous êtes vraiment intéressé par ça, soit vous m'invitez l'année prochaine pour faire une conférence sur les rayons cosmiques, soit vous venez m'écouter à Caen, au mois d'avril. Hein. Bon, alors, pardon, je reviens en arrière. Donc, ces rayons cosmiques, voilà, nous bombardent. Ils proviennent essentiellement du Soleil, mais aussi à des phénomènes extrêmement violents, vous allez voir lesquels, qui se produisent dans notre galaxie ou dans des galaxies lointaines et qui traversent l'espace, qui tombent sur la haute atmosphère de la Terre. Ça a été découvert par un scientifique, Franz Hess, en 1912, donc c'est pas récent, hein, il y a un siècle, et qui a fait des expéditions en ballon dans l'atmosphère, qui a vu que ces radiations qu'on connaissait, on savait que ça arrivait, mais il a vu que c'était des radiations naturelles, mais qui venaient du cosmos, hein, et qui venaient pas de la Terre ou de l'atmosphère en tant que telle, mais qui venaient du cosmos. Hein. Et il les a enregistrés sur des instruments, et il a vu qu'en montant de plus en plus haut dans le ciel, ça devenait de plus en plus intense. Voilà. C'était un scientifique autrichien qui a dû partir, comme beaucoup de scientifiques d'Allemagne, d'Autriche, de ces pays-là, aux États-Unis. Il a eu le prix Nobel pour sa découverte en 1936. Hein. Donc, est-ce le découvreur des rayons cosmiques, hein. Donc voilà le schéma des rayons cosmiques. Alors, à peu près 700 particules minuscules heurtent les hautes couches de l'atmosphère par mètre carré par seconde. Vous voyez, c'est pas rien. Hein, par mètre carré par seconde, à peu près 700 particules. Donc vous pouvez voir ce que ça signifie, ça vient de toutes parts, hein, partout. Hein. Leur énergie, alors là j'ai pris une unité. Leur énergie peut être très variable. Hein, ça veut dire les vitesses à laquelle ils se déplacent peuvent être très variables. Vous voyez, entre 10 puissance 7 et 10 puissance 20, ça veut dire qu'il peut y avoir 13 décimales entre les différentes énergies. Il y en a qui sont faibles énergétiques et d'autres qui sont fortement énergétiques. D'où ça vient? Beaucoup du Soleil, ce qu'on appelle les fameux vents solaires, je vais en reparler un petit peu, mais aussi des explosions d'étoiles. Là, je vais en parler aussi un petit peu, des explosions d'étoiles dans notre galaxie ou d'autres objets cosmiques, comme les pulsars, je vais vous en parler un peu aussi, qui sont des objets étonnants, découverts il n'y a pas si longtemps que ça, ou bien des étoiles particulières, des petites étoiles toutes blanches, qui sont des toutes petites étoiles, qui ont des champs magnétiques très forts, voilà. Et plein d'autres objets cosmiques qui envoient ces rayons cosmiques et qui bombardent l'atmosphère. Alors, j'y reviens un peu tout à l'heure sur les vents solaires, mais je vais d'abord parler d'autre chose parce que j'en ai besoin pour parler de ces vents solaires. Il y a un autre phénomène physique qui est extrêmement violent, qui peut être extrêmement violent dans l'univers, c'est ce qu'on appelle les champs magnétiques. Vous savez, le champ magnétique, vous connaissez, le champ magnétique terrestre. Des boussoles, ça s'oriente, etc. Tous les objets cosmiques se présentent un peu comme des aimants, ont des champs magnétiques. Mais si vous regardez ces champs magnétiques, si vous les mesurez au niveau de l'intensité, ça peut être très variable. Bon, le magnétisme, c'est quelque chose de très intéressant à étudier en physique. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie sur le magnétisme des matériaux. Bon, c'est aussi, ça a souvent été, comme disait Flaubert, un joli sujet de conversation, le magnétisme. Donc, c'est vraiment une discipline essentielle de la physique. C'est aussi un peu
très souvent pris par des charlatans qui vous guérissent par le magnétisme. Bon, enfin charlatan, je ne sais rien. Hein. Après tout, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas savoir, j'y crois pas trop. Mais bon, ceci étant, je crois qu'il y a un numéro de Science et Vie qui est sorti récemment sur le magnétisme. Je l'ai vu ça dans une publicité. Alors je ne l'ai pas feuilleté, ça peut peut-être parler du magnétisme sérieusement comme les physiciens en parlent, peut-être aussi par des gens un peu moins sérieux hein, qui racontent que tout peut se guérir par le magnétisme. Le magnétisme, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous avez lorsque vous avez un aimant. Lorsque vous avez un aimant, ça donne ce qu'on appelle un champ magnétique, ça donne... ça modifie les propriétés de l'espace sous quelque chose qu'on appelle un champ magnétique. Alors on connaît le magnétisme depuis maintenant un certain temps, on sait d'où ça vient en fait des phénomènes électriques et magnétiques qui fonctionnent ensemble et ça a été magnifiquement synthétisé par des gens comme Maxwell, mais là je vais un peu trop loin. Alors le magnétisme terrestre est un magnétisme pas très fort. Hein. Alors en unité, 50 micro-Tesla. Tesla, c'est l'unité dite MKSA normale, régulière du magnétisme, donc c'est 50. Alors on va utiliser une autre unité qui lui est reliée, qu'on appelle le Gauss. Donc c'est 0,5 Gauss. En gros, le champ magnétique terrestre. C'est pas très violent, c'est pas très fort le champ magnétique terrestre. Mais ceci étant, il joue un rôle quand même extrêmement important, vous allez voir. C'est un bouclier protecteur par rapport notamment au rayonnement cosmique pour la Terre, comme l'est l'atmosphère. C'est un GPS pour les oiseaux. On pense que les oiseaux, qui vont faire des milliers et des milliers de kilomètres, ils s'orientent à l'aide de ces champs magnétiques. Et puis c'est un phénomène que vous connaissez, hein, qui existe, qui est utilisé largement. Les scientifiques ont beaucoup travaillé là-dessus, dans la matière, pour les moteurs, pour les alternateurs et tout ça, ça utilise le champ magnétique. C'est un phénomène extrêmement intéressant, mais tous les objets cosmiques présentent un magnétisme. Alors j'ai présenté l'aurore boréale, j'y reviens. Vous avez ici en bas, vous avez le Soleil, avec, bon, c'est peut-être un peu loin pour que vous le voyez. Vous voyez, vous avez des petits filaments blancs qui sortent comme ceci. C'est un peu des lignes de champs magnétiques. Donc toutes les éruptions solaires sont entourées de phénomènes magnétiques ou de lignes de champs magnétiques qui sortent et qui sont extrêmement importantes. Je reviens un petit peu. Alors, magnétisme terrestre, vous voyez, la Terre c'est comme un aimant, vous l'avez à gauche. Valeur moyenne 0,5 Gauss. À l'équateur de l'ordre de 0,3, au pôle un peu plus fort 0,6, un vrai bouclier qui nous protège des rayonnements cosmiques et des particules chargées, c'est ce que je vais vous montrer après. Alors oui, je reviens, c'est après. Le magnétisme solaire, au Soleil, il y a aussi un magnétisme, vous voyez qu'il est à peu près 4 fois plus intense sur la Terre que sur la Terre globalement, en moyenne. Donc c'est déjà plus fort que sur la Terre, hein, jusqu'à 2 Gauss. Par contre, lorsque vous êtes près des taches ou des éruptions solaires, on sait que ce magnétisme, il est de 3000 Gauss, donc des milliers de fois plus important que le champ magnétique terrestre au niveau d'éruptions solaires. Hein. Et vous allez voir, pour certains objets, c'est terrible au niveau des champs magnétiques. Il ne faut pas y aller avec vos cartes de crédit, hein. Ça ne marchera plus, ni avec votre pacemaker. Hein. Faites attention. Hein. Voilà, champ magnétique solaire. Hein. Alors, regardez, bon, ce champ magnétique solaire, il dirige aussi après les faisceaux cosmiques, les protons qui sont émis par le Soleil ou qui viennent d'ailleurs, et vous avez, c'est ce qui est représenté là, les vents solaires. Hein. Et donc ça déforme complètement aussi le magnétisme terrestre. Vous voyez la partie à droite, vous avez la Terre, hein, au milieu, la petite Terre, avec son petit aimant. Bon, s'il n'y avait pas le magnétisme solaire, ça serait un beau spectre magnétique comme je vous l'avais montré ici, vous voyez, comme je vous le montre ici, en fait, ce n'est pas ça. Hein, donc, quand il y a ces vents solaires ou ces magnétismes solaires qui viennent, le magnétisme de la Terre est déformé et les fameux vents solaires, ces fameux protons qui arrivent, bon, ils contournent du coup, à cause du magnétisme terrestre, ils contournent la Terre et ça rentre moins sur Terre. Hein. Ça rentre moins sur Terre, parce que si ça rentrait sur Terre, ça pourrait être très très dangereux. Sauf, et vous le regardez, vous le voyez, là, au niveau des pôles, vous voyez une petite flèche hein, que vous voyez ici. Hein.
attendez, où est-ce qu'elle est? Là, vous voyez, ici, là et là. Au niveau des pôles, ça peut rentrer dedans. Ça peut rentrer dedans parce que là, il y a un petit creux où ça peut rentrer. Et c'est ça qui donne les aurores boréales. C'est pour ça que vous les voyez à ce niveau-là, les aurores boréales. C'est donc en fait des particules chargées, comme je vous l'ai dit, des protons qui peuvent rentrer là-dedans et qui donc tombent sur la haute atmosphère et sur l'atmosphère et créent des phénomènes lumineux dans cette haute atmosphère et qui donnent ces beaux rideaux que vous voyez quand vous voyez les aurores boréales. Alors, quand un vent solaire comme ça se produit, ou parce qu'il y a une éruption solaire ou une tache solaire extrêmement puissante qui se fait, ça peut être à un moment être extrêmement dangereux. Vous voyez, là vous avez une belle photo d'un rayon cosmique, donc vous avez ces particules guidées par ces champs magnétiques qui viennent sur la Terre, qui sont ces belles aurores boréales. Mais ça peut donner des dégâts aussi, parce que c'est des particules qui vous tombent dessus. C'était au mois de juillet 2012 qu'il y a eu une espèce de tempête magnétique solaire d'une violence inouïe qui a manqué de frapper la Terre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait une éruption. Si la Terre est à proximité dans la direction de cette éruption solaire qui a ce champ magnétique extrêmement fort, ça peut avoir des conséquences non négligeables sur notamment la Terre. Et là, on a échappé belle. Le 23 juillet 2012. Heureusement que la Terre avait la bonne idée de ne pas exactement être dans la direction de cette éruption solaire. C'était deux grosses bulles qui sont arrachées du globe incandescent par une éruption et qui sont éjectées à des vitesses inaccoutumées, 8 millions de kilomètres à l'heure, et qui pourraient prendre la direction de la planète. Là, la Terre était un peu passée, a pu l'éviter. Ça a manqué la Terre de quelques jours, c'est à quelques jours près, sinon ça aurait fait des dégâts considérables. Je pense que pas mal de circuits électriques, informatiques, seraient passés à l'as, avec des dégâts estimés à des milliards de dollars, etc. Il y a eu des tempêtes dans le temps, les gens ont pu identifier des tempêtes. Là au mois de juillet 2012, donc c'est récent, il y a 5 ans, il était moins 2, enfin moins quelques jours, quoi. Mais ça peut arriver. Soleil sympathique, au lieu de notre vie, mais c'est pas rien, un soleil. Voilà, c'est encore une image de cette tempête solaire qui a eu lieu. Donc, c'est des photos que j'ai trouvées sur Internet qui parlaient de ce phénomène-là de 2012. Voilà. Donc, vous voyez, les champs magnétiques du Soleil, de la Terre, du Soleil. Alors, continuons un petit peu. Il est omniprésent dans l'univers. Omniprésent, le magnétisme. L'origine de ces champs, c'est un peu comme sur Terre, c'est-à-dire il y a des choses qui se passent à l'intérieur des objets cosmiques. Des courants électriques qui existent à l'intérieur de ça, des particules chargées qui tournent, qui donnent des courants électriques et qui donnent ce magnétisme terrestre. Sur la Terre, 0,5 Gauss, une naine blanche, je vais vous le dire tout à l'heure, nous finirons, alors quand je dis nous, c'est le Soleil, notre système solaire, le Soleil finira sa vie dans quelques milliards d'années en naine blanche. Quand le Soleil aura épuisé tout ce qu'il consomme, matériaux, ça sera une naine blanche. Les naines blanches ont des champs magnétiques de l'ordre de 10 puissance 5 Tesla. Alors là, je suis revenu en Tesla. Avant, c'était combien? 10-4 pour la Terre. J'aurais dû mettre en Gauss. 10-4, là, c'est 10 puissance plus 5. Donc, ça fait 9 zéros de plus. D'accord? Donc, vous voyez, une naine blanche, 9 zéros de plus derrière. Donc c'est immense. Une étoile à neutrons, je vais en parler, vous rajoutez encore 3 zéros. Une étoile à neutrons, je vais vous en parler un peu aussi. Les magnétars, qui sont des étoiles à neutrons particulières, et vous rajoutez encore 3 zéros. Donc vous voyez, c'est des valeurs de milliards de fois plus importants que le magnétisme terrestre, ces objets cosmiques-là. Donc ça, c'est des objets avec des champs magnétiques gigantesques. Nous ne savons pas faire sur Terre des champs magnétiques de ces puissances-là. Nous ne savons pas le faire. Dans des instruments de physique, dans les accélérateurs de particules, dans les objets qui nous font faire, dans lesquels on fait l'imagerie médicale, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, on a des champs magnétiques très forts, mais ce n'est pas des champs magnétiques de ce type-là. C'est 17 Tesla, ce n'est pas 10 000, 100 000, des milliards de Tesla.
mais la nature sait faire. Hein. Nous ne savons pas parce que c'est des courants gigantesques et qui doivent être utilisés. La nature sait les produire, hein, notamment dans les objets cosmiques. Donc vous voyez, c'est de violence absolument inouïe, hein, ces choses-là. Hein. Alors venons-en un peu sur notre bon soleil, hein. Notre étoile bienfaitrice, parce que bon, c'est grâce au soleil, c'est une étoile, hein, c'est grâce au soleil que nous existons, que la vie sur Terre existe. Alors il y a d'autres soleils ou d'autres étoiles où ça se passe peut-être, c'est tout un champ scientifique que les astrophysiciens étudient. Hein. C'est une étoile comme des milliards d'autres, hein, le soleil. Ça naît, ça vit et ça meurt. Alors ça naît d'une nébuleuse, c'est la partie à gauche. Et donc ces nuages de poussière, tels que je vous avais montré au début, Centaure, etc., ça c'est des poussières, des particules qui existent, et comme ces particules ont des masses, ça s'attire, et à un moment donné, ça s'agglutine, ça donne cet objet qui est là, à droite, en pleine vie. Hein. C'est des photos que les gens savent faire, avec des éruptions qui peuvent donner des phénomènes terribles. Voilà, ça naît, ça vit, et ça meurt. Notre Soleil est né, il est à peu près 4,5 milliards d'années, à partir d'une nébuleuse. On pense, et on est presque sûr, qu'il est à peu près au milieu de sa vie. Donc il vivra encore 4 à 4,5 milliards d'années, puis il va mourir. Nous partirons avec lui. Hein. Enfin voilà, tout le système solaire disparaîtra avec lui. Alors on va décrire un peu ça. Et là aussi, cette description, vous allez voir, c'est des phénomènes énergétiques gigantesques. Alors, allons-y. Alors, la naissance. Alors, ils ont des durées limitées, les étoiles. Hein. Le Soleil, j'ai dit, à peu près 9 à 10 milliards d'années. Il est au milieu de sa vie. Hein. Alors, les étoiles vivent plus ou moins longtemps selon leur masse. Je ne sais pas s'il faut en tirer une philosophie de la vie. Ceux qui ont des masses plus importantes, les étoiles, ceux qui sont plus lourdes, plus massées, qui ont plus de masse, vivent moins longtemps. Donc il vaut mieux être maigre si on veut vivre plus longtemps. Bon, alors, c'est pas très médical, hein, mais bon, voilà. Oui, voilà. Alors, pour construire une étoile, il faut des matériaux. Hein. Il faut des matériaux et on trouve ça dans les nébuleuses. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des nuages denses, volumineux. Orion, c'est en haut à droite, c'est ce que je vous ai montré. C'est une pouponnière d'étoiles. Il y a des pouponnières d'étoiles. Voilà, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette nébuleuse s'effondre à un moment donné sous l'influence des masses qui s'attirent. C'est ce qu'on appelle la gravitation. Hein. Des gravitations, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'accrétion. Donc ça s'attire, voilà. Et puis, ça devient de plus en plus petit, tout en restant quand même très grand. Hein. Ça devient de plus en plus petit, et la température à l'intérieur de ces masses monte à des millions de degrés. Ce qu'on appelle une proto-étoile, et donc les proto-étoiles deviennent de plus en plus denses. Ça s'effondre d'une certaine façon, hein. Cette nébuleuse s'effondre sur elle-même à cause de la gravité, la température augmente à des températures de l'ordre de 10 millions de degrés, et les gaz, ou les particules sont gazeuses, ça s'ionise, ça devient ce qu'on appelle un plasma. Un plasma, c'est un gaz de particules qui sont chargées, plus et moins, etc. Et c'est là que commencent ce qu'on appelle les réactions thermonucléaires de fusion. En fait, une étoile, le Soleil, parlons de lui, c'est une immense, alors j'allais dire bombe atomique, une bombe ça explose. Non, c'est un réacteur nucléaire, mais thermonucléaire de fusion. C'est pas un Flamanville. Hein. Un Flamanville, c'est fission. C'est-à-dire on prend des gros atomes et on les sépare. Hein. Ça, c'est Flamanville. Hein. C'est ce qu'on appelle les réactions thermonucléaires de fission. Ça, c'est Flamanville. Hein. C'est les réacteurs que nous utilisons pour nous faire notre électricité. On ne sait pas dominer, le Soleil sait, il est beaucoup plus intelligent que nous. Hein. On ne sait pas dominer les réactions thermonucléaires de fusion. On va essayer de le faire, c'est ce que font les scientifiques à Cadarache. Hein. On a là-bas une instrumentation qui est en construction et dans laquelle on veut domestiquer la bombe H. C'est ça qu'on veut faire. Hein. Comme on a réussi à domestiquer la bombe atomique, ça c'est Flamanville, on veut domestiquer la bombe H.
la bombe à fusion. Fusion, ça veut dire c'est des éléments légers comme l'hydrogène, etc., qui se mettent ensemble pour donner des éléments plus lourds. Et ça dégage de l'énergie après. Mais le Soleil sait faire ça. Toutes les étoiles savent faire ça. Et cette fusion nucléaire va former des jets d'énergie, des gaz, des poussières de matériaux, et va envoyer de l'énergie sous forme de lumière, d'ondes électromagnétiques, vers nous. Voilà. Et c'est ce qui fait que nous existons. C'est-à-dire cette énergie qui nous arrive, voilà, elle fait pousser les plantes sur Terre, elle fait des tas de choses, elle permet et nous permet de vivre. Donc voilà, les étoiles, à partir d'une nébuleuse, ça s'accrèsse, il y a un phénomène d'accrétion, ça devient de plus en plus petit, la température monte, à un moment donné s'active cette immense énergie thermonucléaire et ça fonctionne pendant des années, de l'ordre de quelques milliards d'années. Alors, donc, le Soleil est dans sa séquence principale. Il est à peu près à 4,5 milliards d'années. On dit que l'univers, on pense que l'univers s'est créé il y a à peu près 14 milliards d'années. Donc, vous voyez, le Soleil s'est créé à peu près quand l'univers avait 9 milliards d'années. C'est là que le système solaire s'est mis en route. Ça envoie des photons, bon, je l'ai déjà dit, tout ça. Et donc, il y a des éléments qui se créent à partir de ces réactions nucléaires. Donc, ça va former de l'hélium, du carbone, de l'oxygène, du silicium, etc., etc. Tous ces éléments-là vont être synthétisés par ces réactions thermonucléaires jusqu'au fer. Au-delà du fer, on ne peut pas. On sait qu'au-delà du fer, ça ne peut pas se faire parce qu'énergétiquement, il y a un souci. Donc, tous ces éléments commencent à se former à l'intérieur de ces étoiles, le Soleil. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, une étoile comme ça, à un moment donné, dans la deuxième partie de sa vie, le Soleil, ça va lui arriver, à un moment donné, ces choses-là vont exploser. Et donc, ces étoiles vont envoyer des tas d'éléments dans le cosmos, dont le carbone, etc. Nous venons de là. Nous venons de là. Ça veut dire que ce dont nous sommes faits vient de ce type d'explosion. Mais j'y arrive. Alors, la fusion du fer est impossible, il va se faire autrement. Voilà. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les grosses étoiles, comme elles sont plus gourmandes que les petites, elles consomment plus rapidement leur combustible et leur durée de vie est plus petite. Le Soleil est une étoile pas très grande. Pas très grande, pas une très grande masse. Donc, c'est pour ça qu'il vit très longtemps, 10 milliards d'années. Alors, comment meurt une étoile? Alors, quand une étoile aura consommé tout son stock d'hydrogène, parce que c'est essentiellement fait d'hydrogène, quand c'est épuisé, la fonction de la fusion nucléaire, la réaction nucléaire, elle ralentit, elle s'arrête. Voilà. Alors l'étoile se comprime à un moment donné par gravitation, elle s'effondre, elle peut atteindre des petits diamètres et à un moment donné, elle va exploser. À un moment donné, elle peut exploser et ces explosions s'appellent ce qu'on appelle des supernovas. Je vais y arriver par la suite. Et puis après, ça donnera d'autres objets. Alors vous voyez à peu près représenté schématiquement ici. Vous voyez d'abord une nébuleuse. Alors prenons le haut. D'abord une nébuleuse. Après, ça donne une étoile moyenne, c'est le Soleil. À un moment donné, oui, quand la réaction nucléaire devient moins forte, il y a d'abord une phase où ça grossit. Et puis après, ça s'effondre. Et après, il y a une explosion qui se passe et le Soleil va finir en naine blanche, une petite étoile blanche qu'on voit dans le ciel. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant le Soleil, qui sont actuelles, d'autres étoiles qui sont comme ça. Si vous prenez la partie en bas, si l'étoile est beaucoup plus grosse, et ça existe aussi, ça devient ce qu'on appelle une supergéant rouge, c'est rouge aussi, et à un moment donné, ça va s'effondrer, ça va complètement exploser, et cette explosion s'appelle une supernova. Supernova, nova, ça vient de nouveau, c'est une nouvelle étoile. En fait, les scientifiques qui l'ont observé, et je vais en parler tout à l'heure, ils disent « Ah, c'est une nouvelle étoile qui apparaît ». En fait, c'est une étoile qui explose, une supernova. Et puis la supernova, après, une fois qu'elle aura explosé, elle deviendra, selon les masses qu'elle avait, soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, je vais y arriver. Donc vous voyez, ça c'est la vie des choses. Mais pourquoi je vous donne ça? Ça, c'est des phénomènes énergétiques extraordinaires, extraordinaires qu'il y a derrière ça. Si vous deviez calculer ça en kilowatts, c'est gigantesque. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est gigantesque. Bon, voilà, c'est gigantesque.
Alors, les supernovas, venons-en. Nouvelle étoile. Alors, historiquement, les premiers qui ont vu ça ou parlé de ça, scientifiquement, on va dire, c'était deux scientifiques dont vous avez peut-être entendu parler. Tycho Brahe, ça vous dit quelque chose? Non? Tycho Brahe, c'était un astrophysicien danois de 1500-1600, hein, du XVIe siècle. C'est un type extraordinaire, hein, Tycho Brahe. C'était un Danois, un noble Danois, qui a fait des recherches. Il n'avait pas de lunettes astronomiques, Tycho. Hein. La lunette astronomique de Galilée est apparue par la suite. Mais il a fait des travaux extraordinaires pour repérer les mouvements des étoiles. Et il a vu une première supernova. Et Johannes Kepler, qui est un peu plus âgé, mais enfin ils ont vécu ensemble à un moment donné, Kepler, il en a vu une aussi en 1604, une stellanova. Donc voilà, donc ces deux-là ont observé scientifiquement, les Chinois en avaient vu avant déjà, ils avaient mentionné, ils ont vu scientifiquement des supernovas. Si vous voulez, je ne l'ai pas ramené, c'est dommage, il y a un magnifique ouvrage, un magnifique livre qui est écrit par un scientifique qui s'appelle Jean-Pierre Luminet, qui s'appelle « Les bâtisseurs du ciel ». Il veut dire par là ceux qui nous ont permis de comprendre le ciel. Et donc il raconte la vie de Tycho Brahe, de Kepler, de Newton, de Galilée, de Giordano Bruno et tous ces gens-là qui sont des gens au XVIe siècle, XVIe, XIXe siècle, qui ont travaillé sur la compréhension du ciel et c'est raconté comme un roman. En plus, c'est extrêmement intéressant parce qu'on situe ces personnes dans l'époque. Hein. Copernic, par exemple, je ne l'ai pas cité, Copernic qui était le premier qui a donné l'univers héliocentrique. Copernic, lui, c'était un chanoine, donc il a dû faire très attention en tant que chanoine de ne pas dire c'est pas Géo, c'est Hélio. C'est-à-dire ça ne tourne pas autour de la Terre, mais ça tourne autour du Soleil. L'Église, lui, en aurait voulu. Donc il a publié son livre. Son livre a été publié après sa mort. Hein. Tycho Brahe, lui, il avait peut-être aussi compris, mais il n'a pas dit que c'était héliocentrique. Giordano Bruno, dont je ne parle pas là-dedans, c'était un franciscain, je crois, italien. Il a été excommunié 3 fois, chapeau, par les catholiques, les chrétiens, les anglicans, tout le monde l'a excommunié, parce que lui, il a dit, oui, non mais attendez, Copernic avait raison, et puis en plus, il y a plusieurs mondes. Giordano Bruno, si vous connaissez un peu Rome, vous allez sur le Campo di Fiori, hein, sur une des places de Rome, c'est pas très loin de là où il y a l'ambassade de France, l'hôtel oui, c'est ça, Farnese. À côté, il y a une place qui s'appelle le Campo di Fiori, vous avez une grande statue d'un moine, c'est Giordano Bruno, c'est là qu'il a été brûlé. Hein. Voilà. Galilée a eu des soucis aussi, hein, il a quand même été emprisonné, hein, donc c'était très dangereux. Enfin bon, j'ai fait une petite annexe là, mais Les bâtisseurs du ciel, vous le trouvez toujours en littérature, c'est un beau livre de Jean-Pierre Luminet qui vous emmène chez les premiers astrophysiciens et qui vous le raconte, qui le suit tout. Kepler, lui, il n'a pas eu peur, c'est un protestant. Hein. Donc, bon, il n'a pas eu peur des catholiques. Hein. Enfin, peut-être pas, hein, j'en sais. Quoique. Enfin bon, il a affirmé, lui, il a donné des leçons sur Copernic. Hein. Voilà. Enfin bon, bref, c'est les personnes qui ont vu les premières supernovas. Dans des documents, là, c'est un livre écrit par Johannes Kepler, De Stellanova in Pede Serpentari. Je ne connais pas le latin, mais j'arrive quand même à comprendre que c'est une nouvelle étoile dans le pied du serpent. Hein? Alors, si vous regardez à droite, vous avez une constellation, l'Ophiuchus, où il y a un serpent, et quelque part, il a vu apparaître, ça c'est son bouquin, il a vu apparaître une supernova, donc une étoile qui est apparue. En fait, cette étoile qui est apparue, c'est une explosion d'une étoile existante. Alors, vous voyez, une fois qu'elle a explosé, l'étoile, il reste ce qu'on appelle un résidu de supernova. Ça, ce qui est représenté là, c'est le résidu de la supernova qu'a vu Kepler, donc dans les années 1603, par des observateurs spatiaux que les scientifiques récemment ont envoyés dans le ciel. Alors dans ces observatoires, ils peuvent détecter, parce que c'est des machines extrêmement performantes, ils peuvent prendre les rayons X,
les rayons visibles, les rayons infrarouges qui arrivent et on peut faire cette image-là. Ça, là, vous voyez en bas, c'est le satellite Chandra, Hubble qui prend le visible et puis Spitzer qui prend les rayons infrarouges et ça vous donne cette belle supernova de Kepler, enfin ce résidu de supernova, c'est-à-dire c'est une étoile qui a explosé et qui est à la fin de sa vie. Hein. Donc, alors, ces supernovas, un petit mot, vous pourrez lire plus en détail. Pendant cette explosion, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans l'étoile, on synthétise jusqu'au fer, pas au-delà. Voilà. Pendant cette explosion, il y a des phénomènes très violents qui sont en train de se passer. Il peut, à ce moment-là, y avoir synthèse d'éléments plus lourds comme le fer, etc., l'aluminium, etc. Donc on a des éléments plus lourds qui apparaissent. Hein. Donc ces supernovas créent des éléments chimiques qui sont envoyés dans ces résidus de supernova et qui diffusent dans l'atmosphère et qui donnent des éléments plus lourds. Nous sommes faits de ces éléments lourds. Nos atomes qui nous composent viennent de là, d'une supernova qui, à un moment donné, a dû exploser et qui a créé des éléments chimiques lourds comme ça. Hein. Ça crée des ondes de choc à travers des choses, ça crée donc des contractions de régions du milieu interstellaire, etc. Ces phénomènes se passent en quelques millisecondes, l'explosion d'une supernova. Donc c'est d'une violence extrême, hein, quelques secondes. Voilà. Et c'est d'une luminosité formidable. Les supernovas, quand on les voit, on peut les voir à l'œil nu. Kepler et Tycho Brahe les ont vus à l'œil nu. Voilà, là c'est une photo d'une supernova qui a été vue près d'une galaxie spirale que vous avez un peu inclinée, là, comme ça, une galaxie spirale, c'est la galaxie NGC, bon, ça porte des noms standards, etc. Elle a été visible depuis la Terre, hein. Elle apparaît comme une nouvelle étoile, c'est la petite tache blanche que vous avez en bas, hein. C'est là, là, hein. Où est-ce qu'il y a mon truc là, voilà. Et alors, ce n'est pas dans la Voie lactée. Aucune supernova n'a été observée dans la Voie lactée depuis l'invention du télescope. Mais ça se passe ailleurs, hein, dans le ciel, à un moment donné, ça se passe. Donc, ça, c'est une photo d'une supernova. Alors, c'est très loin, tout ceci. Hein. Alors, une fois que la supernova a explosé, il reste une nébuleuse. Il reste ce qu'on appelle une nébuleuse. Alors, ce n'est pas les nébuleuses qui vont créer, c'est une nébuleuse qui provient d'une explosion. Et donc là, vous avez, celle-là, vous la connaissez peut-être, c'est la nébuleuse du Crabe. Celle-là est observable par des petites lunettes astronomiques. C'est la nébuleuse du Crabe. Elle est à 6000 années-lumière de notre Soleil, donc très loin. Hein. Elle se dissimule dans un objet, c'est un objet très, très, très lumineux, et il rayonne une énergie lumineuse 200 000 fois plus importante que le Soleil. Hein. Donc c'est des énergies formidables qui sont émises par cette nébuleuse du Crabe. C'est très joli, hein. C'est une nébuleuse magnifique. J'ai une autre image là. Voilà. Alors c'est un rémanent de supernova. Alors la durée de vie de ce type de nébuleuse par rapport à la durée de vie de l'univers est relativement petite. Enfin, petite. Hein. Voilà. La matière elle est éjectée à des vitesses très grandes, plusieurs milliers de kilomètres par seconde, et le rémanent se dissipe lentement à l'échelle astronomique, mais ça prend quand même quelques milliers d'années pour disparaître. C'est pour ça qu'on peut encore les voir et qu'on en voit dans le ciel. Alors, cette nébuleuse du Crabe, c'est un exemple de rémanent relativement jeune. Hein. Donc, ça, c'est un phénomène qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est quand même des millions et des millions, des milliers d'années, hein, ça s'est passé. Hein. Voilà. Ça a été observé, elle a été observée par l'explosion, probablement l'explosion d'une supernova observée par les Chinois dans les années 1000, qui est le résidu de cette. Alors, voilà, vous la voyez là. Alors, on peut l'observer, Hubble l'a observé, vous voyez. Donc ça, Hubble, c'est un satellite qui a été envoyé et qui fonctionne toujours, qui a fait des magnifiques images d'objets célestes. Hein. Vous tapez Hubble sur Google, vous allez, c'est des trucs splendides, dont ça. Hein. Donc voilà, donc là, vous la voyez. Alors, regardez, on se rapproche un peu. Regardez à droite, là. Là, on se rapproche un peu. Regardez là. Il y a une sale bête qui... Regardez, il y a une bébête là. Vous voyez la bébête, hein? C'est au centre de la nébuleuse là, quelque part. Hein. C'est cette partie-là qui a agrandi et prise sous une forme un peu différente, sous des lumières différentes. Il y a quelque chose là.
regardez, on va encore voir mieux. Regardez, il y a un truc là. Il y a un truc. La nébuleuse du crabe, elle contient en son cœur un autre objet bizarre. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Alors qu'est-ce que c'est? Alors on l'appelle aussi pulsar, je vais vous dire pourquoi. Alors c'est quelque chose qui est très petit, relativement petit, une vingtaine de kilomètres de diamètre. C'est un objet céleste et qui tourne très rapidement autour de lui-même et qui éjecte des rayonnements, un pulsar. Alors ça a été vu la première fois il n'y a pas si longtemps que ça, les pulsars. Donc en fait c'est un nom qui a été donné parce que là, le long ici, où il est ma flèche, ici, là, vous voyez, là et là-bas, ça émet des jets d'ondes électromagnétiques, vous voyez, on le voit là schématiquement, ça émet des jets d'ondes électromagnétiques périodiques, parce que ça tourne autour de... Alors ça dure une milliseconde à quelques dizaines de secondes, hein, donc périodiquement ça pulse, ça donne des impulsions d'ondes électromagnétiques. C'est pour ça qu'on l'a appelé pulsar. Et c'est une étoile, ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Alors ça a été découvert par cette belle dame là en 67, donc c'est récent. Hein. En 67, c'est Jocelyn Bell-Burnell, nom de femme mariée, et qui était une étudiante d'un astrophysicien qui s'appelle Hewish. C'est des Anglais ou des Irlandais. Hein. Bell, je crois, était irlandaise. Anthony Hewish. Et donc, ils cherchaient autre chose. Elle a trouvé cette impulsion onde électromagnétique qui régulièrement était perçue, une étoile qui envoyait des pulses. On l'a appelé pulsar, et c'est le premier qui a été identifié. Petite chose que je dis à la fin, cette découverte fut récompensée par le prix Nobel de physique, qui a été attribué en 1974, 67 la découverte par Jocelyn, hein, à M. Hewish, qui était son patron. Et Jocelyn Bell n'a pas été récompensée, c'est elle qui l'avait vu. Une grande injustice, mais c'est souvent arrivé aux dames. J'ai un beau cours, si ça vous intéresse, vous m'invitez l'année prochaine, sur les femmes en physique. Et je vous raconterai comment les femmes ont dû se battre, ont fait des belles découvertes, mais souvent, elles ont subi le machisme des hommes. Voilà, là, Jocelyn Bell, qui vit toujours, hein. Elle est encore vivante, elle est plus tellement jeune maintenant, mais elle vit encore. Voilà, elle n'a pas eu le prix Nobel, elle l'aurait largement mérité. Il y en a beaucoup comme ça, dans les dames physiciennes, hein, pour le prix Nobel. En chimie, les chimistes sont un peu moins. Hein, bon, voilà. Voilà, donc Jocelyn Bell, la première observation des pulsars. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pulsar? Ça, après, on a réussi à trouver. C'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la composition de ces choses sont faites essentiellement de neutrons. Qu'est-ce que c'est les neutrons? J'ai commencé à vous l'expliciter un peu tout à l'heure. Hein. Les atomes, c'est des électrons avec un noyau au centre. L'hydrogène a un noyau, c'est le proton. Le suivant, c'est l'hélium, ça a 2 protons et 2 neutrons. Puis ça continue comme ça jusqu'à l'uranium et les particules lourdes qui ont beaucoup de neutrons, beaucoup de protons, une quarantaine, cinquantaine, soixantaine, etc. Hein. Donc là, on a pratiquement que des neutrons. Donc on pourrait presque dire que c'est un espèce de noyau géant, mais fait que de neutrons, hein, qui sont collés ensemble par une espèce de colle, je n'insiste pas, ça nous emmènerait trop loin, hein, ils sont collés ensemble, et une étoile à neutrons a à peu près 20 km de diamètre. Paris, c'est pas grand, hein, c'est tout petit. Par contre, la densité, tenez-vous bien, 1 million de milliards de fois celle de l'eau. 1 cm3 d'étoile à neutrons pèse 1000 millions de tonnes. 1 cm3 pèse 1000 millions de tonnes. Bon, on ne peut pas l'imaginer, mais c'est le cas. Voilà. Hein. Le champ gravitationnel est immense, parce que plus c'est massique, plus ça attire les autres masses. Hein. Ça, c'est Newton ou Einstein, on prend selon la théorie qu'on veut. Donc, c'est des champs gravitationnels gigantesques. Et c'est ces étoiles qui, en tournant sur elles-mêmes, etc., émettent ces impulsions. Voilà. Alors, bon, c'est plus compliqué que ça au niveau de la composition, mais je n'ai pas le temps d'insister. Alors,
on a des étoiles à neutrons, c'est ce que j'ai représenté à gauche. Donc à l'intérieur, donc vous voyez de cette étoile très petite, 20 km, donc c'est petit à côté d'un Soleil qui est beaucoup, ou même de la Terre. Voilà. Alors on parle aussi, là je ne vais pas insister, si vous voulez vous me posez la question tout à l'heure, il paraît qu'il existe aussi ce qu'on appelle des étoiles à quarks. Un mot. Les neutrons ne sont pas des particules élémentaires, ils sont eux-mêmes composés d'autres particules élémentaires, de vraies particules élémentaires qu'on appelle les quarks. Donc il y aurait des étoiles qui sont faites de quarks, qui sont les composants élémentaires des neutrons. Mais là, si vous voulez que je vous en parle un peu plus, on pourra le faire. Là, on rentre dans de la physique nucléaire ou de la physique particules élémentaires, on va un peu trop dans les profondeurs. Donc étoiles à neutrons. Alors il y a des étoiles à neutrons très particulières, encore beaucoup plus lourdes et beaucoup plus denses, ce qu'on appelle les magnétars. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des magnétars? C'est des étoiles à neutrons dont les champs magnétiques sont si puissants qu'ils pourraient effacer, par exemple, les données présentes sur une carte bleue à 200 000 km alentour. Donc si vous en trouvez un magnétar dans vos promenades spatiales, bon, prenez pas vos cartes de crédit avec. Hein. Si vous revenez, vous le gardez tranquillement. Alors, c'est des champs magnétiques qui sont de l'ordre de 10 gigatesla. La Terre, rappelez-vous, gigatesla. La Terre, c'était 10 moins 4 Tesla, je crois, c'est ça, 10 moins 5 Tesla. Donc là, vous allez, giga, c'est 10 puissance 9. Hein. Donc, voilà, ça fait 13 zéros. C'est gigantesque. Hein. C'est gigantesque comme champ magnétique. Hein. Alors, premier cadavre d'étoile, donc l'étoile à neutrons est un cadavre d'étoile, hein, puisque c'est une étoile qui est morte, qui est passée par la supernova, voilà, et au milieu du résidu de supernova, de cette belle chose qu'on a vue, le crabe qu'on a vu, il peut y avoir une étoile à neutrons. Il peut aussi y avoir, dans d'autres cas de figure, il peut y avoir ce qu'on appelle des trous noirs. Avez-vous entendu parler des trous noirs? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est un trou noir? Un trou noir, c'est un objet céleste, c'est un objet cosmique, qui a été entrevu à partir du moment où on a connu la théorie de la gravitation, après Newton. Deux personnes ont réfléchi sur ça, un certain Mitchell, en premier lieu, et puis après, notre Normand, M. Laplace. Monsieur Laplace, le baron ou marquis Laplace a parlé à partir de la théorie de Newton qu'il pouvait y avoir des trous noirs. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire ces deux personnes? Ils ont dit que si un objet a une attraction gravitationnelle très forte, ben, toute matière qui s'en approche va être entraînée sur lui de cet objet. Donc la matière va tomber comme dans un trou. Alors, Laplace, il est allé plus loin, il a dit que même la lumière allait tomber dedans. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça, Laplace? Parce que Laplace était newtonien. Il croyait aux théories de Newton. Et Newton avait dit que la lumière, c'est des particules qui ont des masses, ce qui n'est pas vrai. Mais à l'époque, on pensait que la lumière, c'était des particules qui avaient des masses, et il y a eu toute une dispute. À l'époque, il y avait les Laplaciens, puis après, il y a eu des gens qui disent « non, la lumière, ce n'est pas des particules, la lumière, c'est des ondes ». Là, nous avons un autre bon normand qui s'est penché là-dessus, c'est Fresnel. Hein. Fresnel, le garçon de Mathieu, hein, il est né à Broglie, au château de Broglie, parce que son père était architecte, il retapait le château de la famille des Broglie, hein, mais après, ses parents venaient de la petite petit village Mathieu, et voilà. Et donc, c'est les deux qui ont, voilà, premier, voilà. Et donc, mais ça a été aussi vu après par la relativité générale. Regardez, alors, je ne sais pas si on le voit bien sur la partie haute, en haut. Hein. Il me reste un quart d'heure, hein, c'est ça? Oui. Regardez, sur la partie haute, vous avez une représentation de la relativité générale. Qu'a dit Einstein? Hein, là, on revient sur la relativité générale. Einstein, il a dit la chose suivante. Il a dit que la gravitation n'est pas due simplement à la loi de Newton qui dit que deux masses s'attirent. Parce qu'Einstein a dit, ben oui, mais ça s'attire, mais comment ça peut s'attirer, hein, comment la Lune et la Terre peuvent s'attirer? Il n'y a rien entre les deux, il n'y a rien qui passe, il n'y a pas de ficelle, il n'y a pas d'élastique, d'où ça vient?
Voilà. Et donc Einstein a essayé de réfléchir là-dessus, bon, avec d'autres choses, et il a dit non, la gravitation, elle est due en fait que lorsqu'on a une masse, l'espace est déformé. Donc vous voyez sur l'image en dessous, vous avez l'espace. C'est comme un tissu à 2 dimensions, prenons x, y, vous avez un tissu à 2 dimensions. Quand il n'y a pas de masse, le tissu est tendu, hein, comme une petite raquette de tennis, c'est un tissu en soi. Si vous mettez une masse, une bille ou une boule de billard, ça va s'enfoncer. C'est ce que vous voyez. La masse déforme l'espace. Si vous avez un objet cosmique qui arrive ou une autre masse qui arrive, elle va suivre un peu les géodésiques, et c'est pour ça que la Lune tourne autour de la Terre, c'est pour ça que la Terre tourne autour du Soleil, etc. La lumière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle suit d'une certaine façon les lignes d'espace. Elle peut tomber dedans. Mais ce n'est pas parce qu'elle a une masse, c'est parce que l'espace est déformé. Donc, à partir de cette idée de relativité générale d'Einstein, on a pu dire, si à un moment donné, un objet se crée à une masse très 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 grande, ça va s'enfoncer de plus en plus. J'allais dire à un moment donné, mais ce n'est pas une vraie image. L'espace se déchire, mais ce n'est pas vrai. Hein. Il est tellement profond que c'est un trou. Et on le voit très bien. Si cette bille-là, je la mets de plus en plus lourde, ça s'enfonce de plus en plus, c'est un trou noir. Et c'est un objet très compact qui ont des masses, et ça existe. Au début, on ne pensait pas, hein. Einstein n'y croyait pas du tout, hein. Mais c'est des champs gravitationnels gigantesques, ça a des masses supérieures à plusieurs fois celles du Soleil, des masses gigantesques, avec des diamètres de quelques kilomètres. Donc c'est petit par rapport à des objets cosmiques, mais très massique. Un trou noir, un objet très compact de l'univers, un tourbillon qui peut tout avaler. Alors je passe sur la façon de les détecter. Bon, là, j'ai parlé de Mitchell et de Laplace, hein, je ne reviens pas là-dessus. Et ça, c'est des photos prises aussi par Hubble. Donc, vous voyez, vous avez un endroit de l'univers que vous voyez. Si vous précisez un petit peu, là, à gauche, on a quelque chose au milieu qui a l'air d'être un peu brillant. Alors, le brillant n'est pas le trou qui est noir, mais les objets qui s'approchent du trou noir vont comme dans votre baignoire, si vous voulez. Ça va tourner autour, mais comme c'est des objets très chargés, ça émet des rayonnements, notamment des rayons X et des lumières, et c'est ça que vous voyez au niveau de ça. Hein. Alors, au centre de notre galaxie, il y a Sagittarius A étoile, le trou noir au centre de notre galaxie. Il paraît qu'on le voit des flash rayons X qui viennent du centre de la galaxie et qui montrent qu'il y a là un trou noir qui, semblerait-il, devient très gourmand. Il mange plus en plus des gens qui passent à proximité. Enfin, les gens, c'est des objets cosmiques, des étoiles, des choses comme ça. Et ça mange bien. Alors, le trou noir au centre de notre Voie lactée, il aurait à peu près 4,3 millions de fois la masse du Soleil. Sur quelques kilomètres de diamètre. Vous imaginez ce que c'est. Et ça donne des flashs que les astrophysiciens savent remarquer. Alors oui, petite image, comment est-ce que je peux fabriquer un trou noir? Comment peut-on fabriquer un trou noir? C'est très facile, hein. Il suffit de comprimer. Alors, vous prenez un objet de 100 kg. Bon, c'est un tout petit peu plus lourd que moi. Hein. Vous me comprimez à 10 moins 23 cm, 0,00000 cm. Je deviens un trou noir. Vous prenez la Terre, vous la comprimez en balle de ping-pong, ça devient un trou noir. Vous prenez le Soleil, vous le comprimez à moins de 3 km, ça devient un trou noir. Donc on ne sait pas les faire, nous. Mais la nature sait, la preuve, puisqu'il y a plein de trous noirs dans l'espace. La nature le fait, et comment le fait-elle? Par la gravitation. C'est simplement une conséquence de la gravitation. J'ai vu hier, sur Internet, que les astrophysiciens, oui, c'est encore en anglais parce que j'ai pris tel quel la photo, ont découvert un trou noir très distant. Le trou noir le plus distant qu'on ait jamais vu, d'après ce qu'il a dit, il a 8 millions de fois la masse du Soleil, 800 millions de fois la masse du Soleil, et il est à 13 milliards d'années-lumière de chez nous.
ce qui veut dire que la lumière est partie il y a très longtemps. Donc ce trou noir, il a été fait pratiquement à la création de l'univers, hein, très peu de temps après. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Parce que voir ce genre d'objet, c'est voir des choses qui ont été faites il y a fort longtemps. Et ça, c'est intéressant. Hein. Là, on remonte dans le temps. Allez, je passe un peu parce que les trous noirs, c'est important. L'étude des trous noirs, c'est important pour les physiciens parce que ça leur permet de voir, de bien comprendre toute une série de choses. Vous le trouverez dans les diaporamas, je n'ai pas le temps de le dire. Alors, je vais parler d'autres choses pour finir. Donc, l'univers, vous avez vu, les phénomènes que je vous ai décrits sont de violence inouïe. Alors, la violence dans l'univers, elle est des fois conjugale. Comme quoi, nous n'avons rien inventé. Hein. Elle est conjugale. Vous voyez par exemple la représentation qui n'est pas une photo, hein, c'est une représentation d'artiste qui est faite là. C'est un pulsar, vous voyez à droite c'est un pulsar. Mais comme je vous l'ai dit, le pulsar ça a une gravitation extrêmement forte. Lorsque une étoile essaye, belle étoile dit « Oh le beau pulsar, je m'approche de lui », mais elle lui suce tout son être. C'est drôle, hein, mais c'est vrai, hein, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, elle pompe ces choses. Le trou noir le fait aussi, hein, il pompe tout son être, donc à un moment donné, toute la masse de la belle étoile va être bouffée par le trou noir ou le pulsar. Donc une vraie violence. C'est drôle, mais c'est comme ça. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe aussi comme ça, et ça je vais vous l'expliciter un peu. Quand ce genre de choses se passe, vous avez là des masses dans l'univers qui ont des valeurs gigantesques et qui se déplacent et qui s'entrechoquent et qui tournent l'une autour de l'autre, ça crée ces fameuses ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, j'en ai parlé un tout petit peu. L'onde gravitationnelle, c'est un objet, enfin c'est une onde, vous savez tout ce que c'est une onde. Hein, moi je vous envoie plein d'ondes puisque je vous parle. C'est des ondes sonores. Les ondes sonores que je vous envoie, ça fait vibrer les molécules d'air et ça fait vibrer votre tympan qui après transforme tout ça dans votre cerveau et vous me comprenez, je pense. Et je suis même sûr, puisque vous rigolez de temps en temps à mes blagues. Voilà, ça c'est les ondes sonores. Bah, vous n'êtes pas très loin de la mer, vous voyez les vagues, c'est des ondes, voilà, les vagues, c'est des ondes. Bah, vous avez les ondes électromagnétiques. La lumière qui vous arrive, c'est des ondes électromagnétiques. Alors, l'onde sonore a un support, c'est les molécules d'air. Hein. D'accord ? Vous savez très bien que si on faisait le vide dans cette pièce, non seulement vous étoufferiez, mais en plus vous m'entendriez plat. Ça serait la catastrophe totale. Parce que, oui. donc, souvent, de temps en temps, les ondes ont besoin de support pour se propager. Le son, c'est l'air. Les vagues sur la mer, c'est l'eau. L'onde électromagnétique n'a pas besoin de support. Elle n'a pas besoin d'éther, comme disent les scientifiques. Elle se propage dans le vide. Ben, la preuve, les ondes qui nous arrivent du fin fond de l'espace, électromagnétiques, les étoiles qu'on voit, ça a dû traverser le vide cosmique pour nous arriver. Alors, qu'est-ce que c'est l'onde gravitationnelle? Et c'est ça le génie d'Einstein. Il a dit, l'espace. Ben, l'espace, c'est comme quelque chose, c'est comme un éther. Il y a quelque chose, c'est l'espace, d'ailleurs le temps aussi, l'espace-temps. Qui se déforment parce qu'il y a des masses. Mais d'ici, il y a des masses qui, à un moment donné, chahutent très fortement, mais ça fait vibrer l'espace. Alors, les gens disent Einstein, il déraille. Hein. Enfin, certains ont quand même dit, c'est peut-être pourquoi pas, on va peut-être essayer de le mesurer. Et on a mesuré les premières ondes gravitationnelles il y a 2 ans. En construisant des instruments gigantesques. Alors ça, je vais l'expliquer un petit peu, et vous allez voir aussi là-dedans, derrière ça, il y a une énergie considérable. Alors qu'est-ce qui s'était passé quand les gens ont observé? Ben, il y a eu 2 trous noirs, vous les voyez à droite sous forme d'un schéma, 2 trous noirs qui se sont rapprochés l'un de l'autre, qui ont commencé à tourner l'un autour de l'autre, ils se faisaient la cour, et à un moment donné, il n'en restait plus qu'un seul, ils sont confondus l'un dans l'autre. À gauche, vous avez ça, vous le trouvez sur Internet sous forme animée. Bon, je ne l'ai pas fait, mais on voit comment ça se passe. Alors, tout ceci, ça se passe très vite et ça émet une onde gravitationnelle. Hein. Donc, peut-on les voir, les mesurer? Oui. Mais on a mis un siècle pour le faire. Hein. On a mis un siècle. Et comment est-ce qu'on a fait? Donc là, je l'explique un petit peu, vous le lirez. Comment est-ce qu'on a fait? On a construit un instrument. Ça, c'en est un qui existe près de Pise. Il s'appelle Virgo.
Alors, comment il fait? Vous voyez, vous avez un bâtiment, ce qui est le carré blanc, un bâtiment où il y a un gros laser qui envoie un faisceau lumineux dans un bras et dans l'autre bras. C'est-à-dire, on sépare un faisceau lumineux en deux, on le fait aller là au fond, et de ce côté-là, alors ça fait 4 km de long et 4 km de long. Et donc le faisceau, il arrive sur des miroirs au fond, il revient et il se recompose. Et on fait en sorte que les deux bras aient exactement, alors exactement, et ce n'est pas au millimètre près, c'est beaucoup plus précis, la même longueur. D'accord? Exactement, par des réglages de miroir, le vide est fait dans les deux tubes, etc. etc. Et donc on se dit, s'il y a une onde gravitationnelle qui passe, à un moment donné, sur un des bras, ça veut dire que l'espace va vibrer. L'espace va vibrer. Et donc, on le verra sur un bras. Et donc, les bras n'ont plus la même longueur. Et donc, quand la lumière se recompose, je dois le voir. Et c'est ce qui a été fait. On a mis un siècle pour le construire et pour arriver à le détecter, parce que c'est des mesures diaboliquement compliquées et diaboliquement précises. Et c'est ce qui a été vu il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Youpi, après un siècle, we did it. Ça veut dire, c'est un peu comme Obama, yes we can. Hein. On l'a vu. Les recherches d'ondes gravitationnelles, c'est des travaux qui ont été faits en septembre 2015. Alors, ça n'a pas été fait à Virgo, à Pise, mais ça a été fait à les observatoires LIGO, c'est aux États-Unis. Il y en avait deux qui ont observé ça. Il y en a un qui était dans la partie ouest des États-Unis, à Hanford. Hanford, je crois que c'est dans les Rocheuses, tout en haut, près de l'État de Washington, mais tout en haut à gauche. Et l'autre est en Floride, Livingston. Donc il y avait deux observatoires qui ont été installés là, comme celui que je vous ai montré en photo, hein, comme celui de Pise. Pise était en rénovation. Il ne l'a pas vu, Pise, à l'époque. Hein. Donc il y a 2 ans. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu passer une onde gravitationnelle. Ils ont détecté le passage d'une onde gravitationnelle sur ces objets-là. Et comme on avait fait des théories là-dessus, comme des gens ont beaucoup travaillé là-dessus, dont des Français et des Françaises qui ont travaillé là-dessus, on a pu interpréter à quoi était due cette onde gravitationnelle. Alors, à quoi est-elle due? Deux trous noirs se sont tournés l'un autour de l'autre. L'un avait une masse de 29 fois la masse du Soleil, l'autre sur 1 km de diamètre ou 2 km de diamètre, l'autre de 36 fois la masse solaire. Ils se sont coalescés, confondus l'un dans l'autre pour donner un autre trou noir de 62 masses solaires. Il est bien net que 36 plus 29, ça fait 62. Vous êtes d'accord avec moi? Eh non, vous avez raison de ne pas être d'accord. Non, il manque 3 masses solaires. Et ces 3 masses solaires, 3 fois la masse du Soleil, est partie sous forme d'une onde éjectée dans l'espace. Alors, 3 masses du Soleil, hein, vous imaginez ce que c'est comme énergie. Nous, pendant 13 milliards d'années, enfin, le Soleil, pendant 13 milliards d'années, il émet de l'énergie. Nous y passons un peu de temps là-dedans, nous, hein, et nous vivons à cause de ça. Vous voyez les énergies qu'il y a derrière. Hein. Alors, ça s'est passé il y a à peu près 1 milliard d'années-lumière, et il y a 1,3 milliard d'années. Ça s'est passé et ça nous est arrivé et on a pu le détecter. Et comment est-ce qu'on a pu le détecter? Vous l'avez un peu là, représenté là. Vous voyez, en haut, vous avez les trous qui commencent à se rapprocher et à se confondre. D'accord? Voilà, ça tourne de plus en plus près et hop, et à un moment donné, ça se confond. Alors regardez combien de temps il faut pour faire ça. Là, c'est des secondes. 1/3 de seconde. 1/3 de seconde. Et la vitesse relative est en verte, 0,3 au début, 0,3 fois la vitesse de la lumière, 100 000 km à la seconde. Des masses d'une trentaine de fois celle du Soleil qui foncent à 100 000 km à la seconde. Et qui se rapprochent et devient de plus en plus rapide. Et ça monte pratiquement jusqu'à 0,6 fois la vitesse de la lumière. Et puis, boum, ça fait boum. Et qu'est-ce qu'on observe? On voit l'espace qui vibre. Et ça, on détecte en 1/3 de seconde. Voilà ce qu'on a détecté en 1/3 de seconde. Et ça a été vu. Et depuis cette observation, on en a vu 4. On en a vu 4 depuis. Sur LIGO hein, et sur Virgo aussi. Hein. La dernière qu'on a vue,
Alors là, vous l'avez un peu représenté, vous voyez, vous avez un objet là qui émet des ondes, et puis ces ondes de l'espace, c'est l'espace qui vibre, qui se propage. La dernière qu'on ait vue, c'était le 17 août, là, il n'y a pas longtemps, 17 août, alors ça a été vu par Virgo, LIGO, les différents LIGO, mais ça a été aussi vu par des télescopes optiques, parce qu'en même temps, il y a eu émission de lumière. C'est 2 étoiles à neutrons de quelques... Combien de masses solaires 2 fois 9, hein, c'est ça, quelque chose. Donc des étoiles à neutrons relativement lourdes, plusieurs fois la masse du Soleil, mais très petites, puisque je vous ai dit, les étoiles à neutrons, c'est quelques dizaines de kilomètres, qui se sont rentrées dedans et qui ont donné une onde gravitationnelle qui a été détectée et aussi vue par observation optique. Pas uniquement par l'instrument, l'interféromètre, mais observation optique. Alors, il y avait d'autres choses que je pouvais encore vous dire, je vais passer dessus, vous le lirez, les quasars. Alors, bon, une dernière chose que je voulais vous dire, bon, l'univers, hein, donc je finirai par ça. On a maintenant la certitude que la matière, je veux dire, celle qu'on voit, les choses qu'on observe, l'univers visible, fait quelques 5% de ce qui existe effectivement dans l'univers. On pense que l'univers est fait en plus d'autres objets qui sont sombres ou noirs. On dit qu'on a de la matière noire, dark matter. Ça, c'est une découverte qui a été faite aussi dans les 30 dernières années. Et on a aussi de l'énergie noire. Ça, c'est beaucoup plus... Donc vous voyez, il y a donc des choses qui existent par ailleurs dans l'univers que nous ne voyons pas, mais que nous savons détecter par différentes méthodes et qui ne sont pas expliquées. Et derrière ça, il y a aussi des énergies tout à fait formidables. Voilà. Alors, encore une dernière chose, ça me prendra 2 minutes pour nous situer là-dedans, nous autres. Regardez, l'idée, c'est de dire... L'univers a en gros 14 milliards d'années. Je vais ramener ça en homothétie sur une année. D'accord? C'est-à-dire, le premier milliard d'années, ça sera le mois de janvier. Hein. On va dire, c'est 14 milliards d'années. Imaginons pour le calcul, c'est 12. Hein, pour faciliter la vie de calcul. Hein, d'accord? Le premier milliard d'années, c'est janvier, février, mars, avril, mai, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez, en janvier, ça se crée. Au début, c'est ce qu'on appelle le Big Bang, je n'ai pas eu le temps. Il y a des choses dans mon diaporama sur ça, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Février, mars, au mois de mai, la Voie lactée commence à se former. Donc, on est 5 milliards d'années. Au mois de mai. Mais vous savez, tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait un trou noir. Là, il y avait déjà des choses qui se sont formées avant. Le trou noir détecté récemment, c'était tout au début, là. Hein, c'était au mois de février, hein, ou février-mars. Hein. Après, on continue. Le système solaire, c'est vers le mois de septembre. Et les étoiles, au mois de septembre. Vers le mois d'octobre, on commence à faire la photosynthèse. Des premières cellules eucaryotiques, donc des éléments de vie, commencent à apparaître au mois de novembre. On va prendre décembre en détail. Vous le regarderez, hein, je ne vais pas tout commenter. Hein. Regardez, bon, décembre, 1er, 2e, on avance un peu. Les éponges, le 14 décembre. Les poissons, le 17 décembre. Les plantes vers le 20, les insectes 21 décembre, les reptiles le 23 décembre. Nous sommes presque à la Saint-Sylvestre hein, de l'univers. Hein. Les dinosaures le 25, voilà. Les mammifères le 26, etc. Et voilà, le 30, les dinosaures, le 29, les dinosaures sont en pleine, c'est les costauds, c'est eux qui dominent tout. Et puis boum, ils prennent un truc sur la tronche le 30. Hein. On vous l'a expliqué. Hein. Les dinosaures éteints, le 30 décembre. Ils prennent un météorite. Hein. Alors on va détailler le 31 décembre. Hein. D'accord hein. Donc ça, Noël est passé. Hein. Donc regardez, les humains vers 8h10. PM. PM, hein, PM, c'est-à-dire la soirée. Hein.
dans la soirée, hein, PM. AM, c'est le matin. Hein. Le matin, c'était la séparation des singes, là, à 10h. Hein. Les humains vers l'Homo erectus à 10h48. Voilà. L'homme moderne à 11h58. D'accord? À 11h59, le Néderlander disparaît. L'homme de Néderlande dies. Et puis, on a maintenant d'autres choses qui apparaissent. Et on va prendre la dernière seconde. C'est marrant, hein, période glaciale, 60 jusqu'à 0. Hein. Période glaciale à moins 45. L'agriculture, etc., qui commence à apparaître à moins 20. Les premières villes de Mésopotamie à moins 16. Les dynasties chinoises à moins 9. Le Christ né à moins 4. Bon, on en donne un peu à tout le monde. À Bouddha, c'est un peu avant et ne veut pas avoir d'ennui avec personne. Hein. Mohamed né à moins 3. Hein. Voilà. Christophe Colomb arrive à moins 1. Et minuit sonne. Et nous avons fait notre épopée. Et c'est aussi la fin de mon exposé. Voilà.